Bonjour et bienvenue au 4e segment de notre programme Conversations de fin d'année. Pour rappel, ces conversations ont le thème des droits de l'homme et s'inscrit dans le programme de plaidoyer et de sensibilisation des Dominicains pour la justice et la paix. Avant tout, nous voudrions donner la parole au frère Mike Depp, directeur sortant de notre délégation, et ensuite, il va nous présenter les nouveaux directeurs et délégués permanents de l'Ordre des prêcheurs auprès des Nations Unies, le frère Anyedi Okure. Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. En fait, c'est la fin de mon mandat, je vais partir bientôt, mais je suis très heureux que je vais terminer mon mandat avec ce programme sur le RDC parce que c'est un pays où on a investi beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir pour collaborer avec nos frères et sœurs là-bas. Et c'est un pays où se trouve, on peut dire, la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde veut avoir son petit morceau de la grande richesse qui existe dans ce beau pays. Donc, je suis heureux qu'on peut parler un peu plus aujourd'hui sur ça. Et je veux terminer avec pour remercier vous tous pour la grande collaboration des dernières années. Je vais passer le relais à mon successeur, le frère Anyedi Okure. Merci beaucoup à vous tous et bonne séance. Et je passe le relais à frère Anyedi. Bonjour à tous, sœurs et frères qui sont ici. Je vois le père Dieudonné du Canada, un tel de Washington, et beaucoup de gens qui appellent, qui sont ici du Congo. Merci d'avoir pris le temps de participer à cette discussion. Nous espérons qu'au-delà d'aujourd'hui, nous continuerons à nous engager de manière soutenue dans les défis auxquels sont confrontées nos familles au Congo. La stabilité de la République démocratique du Congo est particulièrement vitale pour l'Afrique centrale et pour l'Afrique en général. Nous avons donc le devoir, dans la mesure de notre possibilité, de contribuer à façonner
un avenir meilleur pour le peuple du pays, pour l'avenir. Encore une fois, merci d'avoir pris le temps d'être ici. Merci pour ces bienvenus. Et la séance d'aujourd'hui, c'est parlons des droits humains dans le secteur minier, le cas de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons entendre les témoignages de nos frères et sœurs de la République démocratique du Congo qui nous partageront des informations et de leurs réflexions concernant le pays et notamment la situation par rapport aux droits humains. Nous sommes heureux d'accueillir le frère dominicain Augustin Wiliwoli, coordinateur national Justice et Paix des Dominicains. Bonjour. Bonjour. Et Bonjour. Monsieur Innocent Mandrandele, laïc dominicain et coordinateur du comité sur l'exploitation des ressources naturelles. Bonjour. Bonjour. Et la sœur Noël Guinimangimi de la congrégation des filles de Sainte Catherine de Sienne, assistante à l'université de Ouele et membre de la commission sur les ressources naturelles. Et pour les participants, notez qu'à la fin de la conversation, vous avez la possibilité de poser des questions aux intervenants. Il suffit de les écrire dans la boîte de discussion. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être ici et nous allons donc commencer avec une première question adressée au frère Augustin. Vous êtes le coordinateur national Justice et Paix des Dominicains au Congo. Pourriez-vous nous décrire globalement la situation de la République démocratique du Congo et quelles actions ou quelles stratégies vous menez pour y répondre? Merci pour la parole et merci à tous les participants qui ont accepté de prendre de leur temps pour être avec nous et nous écouter. La situation de justice et paix en République démocratique du Congo reste à plaindre comme dans beaucoup d'autres pays et particulièrement en ce qui concerne le respect des droits humains ou des droits de l'homme. On remarque pas mal de violations des droits de l'homme et on peut en compter pas moins de 400 cas. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme avait publié dans son rapport de novembre qu'il y a au Congo 478 cas de violation des droits de l'homme. On voit vraiment que le problème est sérieux et ces violations sont souvent orientées dans les domaines des droits qui sont empiétés. C'est les droits à la vie, les droits à l'intégrité physique, les droits à la liberté, à la sécurité de la personne et les droits à la propriété. Et en tout cela, c'est le plus souvent la femme et l'enfant qui sont exposés. Et ces violations sont commises par les autorités politiques et par beaucoup de groupes rebelles dans la plupart des cas. Et pour être un peu beaucoup plus explicite, ces violations touchent directement des questions relatives à la maltraitance. Par exemple, la maltraitance de la femme. La femme se trouve être maltraitée tant au niveau du foyer, discriminée au niveau du travail. La femme est parfois réduite à cette personne qui doit subvenir aux besoins de la famille, étant donné la pauvreté du pays. Alors, elle doit se démener au risque même de perdre sa vie. On remarque même dans les milieux miniers que des femmes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles. Il y en a qui se livrent tout en étant enceintes de chercher comment subvenir aux besoins de leur famille. Donc, il y a plein de situations pareilles qui décrivent un peu la maltraitance de la femme. Il y a aussi l'utilisation abusive des enfants dans les mines
Les enfants aussi étant abandonnés, cherchent comment vivre, ils se livrent à n'importe quel travail, ils sont tellement maltraités dans des carrières. J'espère qu'on y reviendra en détail dans l'exposé d'Innocent. Il y a en plus de cette situation de la difficulté d'accès à l'éducation et à la santé, malgré ce que le président a déclaré sur la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, on sent que les choses ne marchent pas comme cela. Beaucoup d'enfants restent encore comme cela, ils n'ont pas accès à l'éducation. Et c'est aussi lié au fait qu'au Congo, les personnes ou les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Ils ont difficile peut-être à couvrir tous ces besoins eux-mêmes. Et c'est dû aussi au fait qu'il n'y a pas une bonne politique, malgré ce que le président a déclaré. Il en va autant pour les problèmes de la santé. Il n'y a pas une bonne politique de prise en charge des soins médicaux, autant que les personnes ne sont pas bien payées, le pays est dans la pauvreté, ainsi de suite. Il y a cette question de l'insécurité, la question de l'insécurité qui est entretenue. La sécurité est entretenue au Congo, tant par les forces internes, c'est-à-dire par les politiques, et par des forces externes, les pays voisins et d'autres forces se trouvant même à l'Occident. Et on crée l'insécurité, étant donné que la République démocratique du Congo est un pays qui regorge des grandes ressources, qui a beaucoup de mines. Alors l'insécurité devient un tremplin, une source de vouloir peut-être profiter de ces ressources-là. J'ai fait une parenthèse pour dire que le Congo a 3 grandes zones minières. Il y a une zone au Katanga. Et là, étant donné que les Dominicains ne s'y trouvent pas, nous ne sommes pas totalement investis là-bas. Il y a une zone au centre du pays, dans les provinces de Kasaï. Et puis, il y a une grande concentration ici dans la partie orientale, dans les provinces du Haut et Bas-Ouélé. Et voilà, ces ressources constituent la base de l'insécurité. Et cela conduit aussi à la création des conflits communautaires. Les conflits sont entretenus autant que cette insécurité. On trouve des conflits partout. Il y a un conflit dans la province de Kivu, ici à Beni. Ce conflit qui date, qui fait presque 10 ans ou plus de 10 ans aujourd'hui. On n'arrive pas à trouver de solution. Et c'est aussi entretenu. Il y a le conflit dans la province de l'Ituri avec le peuple Ema-Elendu qui continue à faire son bonhomme de chemin. Et puis, les conflits qui montent ces derniers temps dans les Désouélés avec l'arrivée des Mbororo qui viennent du Tchad et qui ne savent pas, qui n'arrivent pas à accorder les violons avec la population locale. Et ce peuple arrive par les trichements des chefs coutumiers, de certains politiques, ainsi de suite. Voilà en gros ce que je peux dire de la situation de justice au Congo et particulièrement des violations des droits de l'homme. Merci. Face à la situation que vous avez partagée, quelle est la réponse des Dominicains dans le pays? Bon, la réponse directe des Dominicains aujourd'hui, c'est que les Dominicains ont fini avec la collaboration du bureau de délégation des Dominicains à Genève à créer une coordination justice et paix. Et cette coordination essaye de travailler avec des commissions qui essaient de toucher un peu chaque point des violations des droits de l'homme. Nous avons la commission ressources naturelles, nous avons la commission droit à l'éducation et à la santé, la commission violence domestique, la commission insécurité et conflits communautaires. Chaque commission est composée de membres et d'un coordonnateur avec un secrétaire. Malheureusement, nous travaillons davantage, comme nous sommes au début, sur les questions des ressources naturelles, puisque nous avons trouvé que là, il y a beaucoup de problèmes. J'espère que dans les jours à venir, nous allons nous étendre sur d'autres domaines qui concernent les différentes commissions que je viens d'évoquer ici. Merci beaucoup, frère Augustin, pour toutes ces informations très intéressantes. Et à présent, je voudrais poser une question à Monsieur Innocent. Monsieur Innocent, vous êtes le coordinateur de la commission sur l'exploitation des ressources naturelles. Pourriez-vous vous présenter davantage et surtout
Parlez-nous de votre engagement dans ces commissions. Merci beaucoup. Nous tenons d'abord à saluer tout le monde et à présenter justement nos félicitations au groupe organisateur de ce webinaire qui ont bien voulu nous associer dans cet échange. Comme vous le savez, moi c'est Innocent Madrandele, laïc dominicain. Et le Congo est un pays potentiellement riche en ressources naturelles et on retrouve également les grandes puissances qui sont en train de convoiter justement la richesse de la RDC. Mais aussi, particulièrement dans notre région, nous constatons également, comme l'a dit le coordonnateur, l'arrivée massive justement des éleveurs Mbororo et pas plus tard que ce matin, on vient de décapiter un Congolais. Alors, nous commençons à assister à un événement un peu compliqué dans notre région. Alors, et comme j'avais dit tantôt, les ressources naturelles ne profitent pas aux Congolais. Ce qui fait que la population vit dans une misère donc sans pareil. Et aussi, c'est un secteur où nous constatons les abus liés aux droits de l'homme. Comme nous avons la semaine passée, il y a eu un soulèvement des orpailleurs où il y a eu des cas de blessures, et ainsi de suite. Mais aussi, attaque enseignant à l'université de l'Ouélé, je pense qu'il est important que je présente ce que fait l'université. Comme vous le savez, l'université de l'Ouélé est créée par les fils et filles des bassins de l'Ouélé, et sa gestion a été confiée aux Dominicains. Et ce qui fait que l'université de l'ULA a mis en place, depuis un certain temps, un observatoire des ressources naturelles à travers lesquelles elle mène des actions de lobbying par rapport à la question des ressources naturelles. Lors de l'élaboration du code minier qui a été promulgué en 2018 par le chef de l'État, l'université de l'ULA avait contribué dans le cadre de la société civile, dans justement des propositions qui ont été formulées et ont été acceptées. Et donc, pour l'université de l'ULA, l'exploitation des ressources naturelles doit profiter à la communauté locale et non aux multinationales ou encore à la puissance étrangère. Mais à plus de ça, comme j'avais dit, je suis également responsable des laïcs dominicains dans la ville d'Issiro et en même temps coordonnateur de la commission ressources naturelles. Et c'est là où nous sommes en train de travailler avec le coordonnateur dans ces domaines-là. Innocent, vous avez parlé du code minier, mais j'ai le sentiment que ce n'est pas vraiment respecté. Quel est le sentiment de la population qui travaille dans le secteur minier? Voilà, je peux dire que, comme l'a dit le coordonnateur, donc la RDC, dans la constitution de 18 février 2006, a accordé une place centrale à la protection de l'enfant en tant que renouvellement de l'être et de la vie. Et le pays s'est aussi engagé à adhérer dans des conventions internationales par rapport justement à la protection des droits des enfants. Et malgré cela, les nombreux enfants continuent justement jusqu'aujourd'hui à être victimes de ces maltraitances, comme j'avais dit dans le code minier de 2018, où il est prévu dans l'article 5 que les enfants ne sont pas autorisés à pouvoir exploiter les ressources naturelles, que ce soit l'or, coltan et consorts. Mais curieusement, nous avons constaté aujourd'hui que les sites d'exploitation minière sont beaucoup plus rapides aux enfants qui sont en train d'exploiter au vie et aussi des autorités qui sont en place, puisque dans les codes miniers, il est prévu justement la hiérarchie de Kinshasa jusqu'au niveau de la division des mines qui sont dans des territoires, qui sont dans des sites d'exploitation minière. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que on laisse les enfants en train d'exploiter, mais aussi il y a des abus comme nous avons constaté au mois d'août, comme quand nous avons fait une descente sur le terrain.
et qu'il y a un enfant de 15 ans qui a trouvé la mort justement suite aux abus. Donc, il a été fouetté par les exploitants artisanaux et il a perdu sa vie. Donc, ça prouve à suffisance que les enfants et les femmes sont beaucoup plus victimes de cet aspect des choses. Bien que la disposition du Code minier prévoit que les enfants ne doivent pas participer ou résider dans les sites d'exploitation minière, mais actuellement, nous nous rendons compte que les enfants, on les laisse faire et c'est ce qui crée justement ces abus que nous avons observés au mois d'août dernier. Bon, merci beaucoup de partager. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je voudrais vous demander quelles sont les situations auxquelles les enfants sont confrontés, notamment dans votre région. Voilà, au fait, dans notre région, comme j'avais dit tout à l'heure là, les enfants sont dans tous les sites d'exploitation minière, ils sont en train d'exploiter sans tenir compte des précautions liées à la manipulation des matières chimiques comme le mercure et consorts. Et c'est là où nous disons, est-ce que ces affaires demain, est-ce qu'ils vont servir les pays ou pas? Puisque nous avons remarqué que ce sont plus les affaires qui sont laissés manipuler ces produits un peu dangereux comme nous avons constaté sur le terrain. Et à plus de ça, ce sont des affaires qui ne fréquentent pas l'école. Et là, un enfant qui n'étudie pas, on ne sait pas quel sera son avenir. Et c'est ça la grande question aujourd'hui. Nous observons que ces affaires-là qui sont dans les sites d'exploitation minière, ils sont livrés à l'alcoolisme, aux cigarettes, et ils ne partent pas à l'école. Et là, c'est l'avenir de demain qui est en difficulté. Merci encore. C'est vraiment une situation choquante et surtout avec ces enfants qui sont maltraités. Maintenant, on aimerait élargir encore un peu notre compréhension du contexte. Pourriez-vous nous parler de la situation des enfants un peu plus à l'est, surtout concernant les minéraux de conflit? Pourriez-vous décrire un peu ce qui se passe par là? Voilà, comme l'a souligné les coordonnateurs, malheureusement, nous ne sommes pas basés à l'Ituri, mais encore dans la province du Nord et Sud Kivu. Mais en fait, la question aujourd'hui des enfants, des maltraitances des enfants et puis la question de l'exploitation des ressources naturelles à l'est du pays profite plus aux groupes armés. C'est pourquoi vous allez voir qu'on a plus de centaines de groupes armés à l'est du pays et ces groupes armés tirent maintenant leurs revenus, tirent leurs ressources à travers l'exploitation des ressources minières. Et à ce moment-là, ils se livrent justement à utiliser même les enfants, les femmes enceintes, n'importe quelle, justement pour arriver à avoir quelque chose pour financer leur campagne de déstabilisation. C'est ce que nous avons d'ailleurs constaté, car vous voyez du côté de l'Ituri jusqu'à Sud-Kivu, et là, en fait, nous avons des groupes armés qui sont en train de faire la loi dans la brousse. C'est eux qui, justement, sont en train d'exploiter et tirent les ressources à travers ces minéraux. Et malheureusement, cela ne profite pas à la communauté, mais encore à la population locale. Bon, je vous remercie, Monsieur Innocent. Et maintenant, j'aimerais adresser une question à la sœur Noël. Pourriez-vous nous décrire davantage la situation des femmes et les jeunes enfants dans les mines? Merci pour la parole. Je remercie également toute l'équipe qui nous a associés à ce partage ici des informations. Concernant la femme et les enfants, comme l'ont déjà souligné mes frères précédemment, nous constatons dans la région que la femme subit beaucoup de maltraitance
elles sont victimes de beaucoup de maltraitance et surtout leur présence au niveau des milieux miniers ne leur facilite pas non plus aussi la tâche puisqu'elles sont appelées d'aller là-bas seulement puisque la vie n'est pas facile à gérer, et malgré que toujours dans l'article 5 où tout adulte, que ce soit hommes et femmes, peuvent être admis à travailler dans les milieux miniers, mais les cas des femmes, ça reste à désirer. Malgré qu'elles font des petits travaux là-bas, surtout la restauration et d'autres petits commerces pour subvenir aux besoins de leur foyer, puisque au niveau de notre pays, vous savez que même la rémunération pour ceux qui travaillent n'arrive pas aussi à les aider à nouer les deux bouts de mois. Alors la femme est obligée, même si elle ne pouvait pas donner tout son temps à être là-bas, mais elles sont obligées à faire ces petites recherches-là d'argent et des petits travaux qui peuvent les aider à subvenir aux besoins familiaux. Elles sont là surtout, et malheureusement, ce qu'elles font, elles le font sous beaucoup de pression, parfois de maltraitance qu'elles subissent là-bas. Même pour les femmes enceintes qui ne sont pas autorisées à résider les milieux miniers, elles sont obligées également parfois d'être là et manipuler tout ce qu'elles ont à manipuler, malgré on a interdit dans l'article 5, l'alinéa 2, que la femme enceinte puisse se retrouver dans les zones, dans les milieux d'exploitation minière, puisqu'on doit protéger l'enfant qu'elle porte en elle. Malgré cela, elle est obligée, puisqu'il y a la situation économique, il y a la situation de la famille qui reste vraiment très pauvre, ils vivent dans des misères où elles sont vraiment obligées à se chercher. Et là, elles subissent toutes sortes de violences. Et pour les enfants, c'est la même chose également. Les enfants ne devraient pas se retrouver dans ces milieux-là. Comme l'ont dit aussi mes frères précédemment, ils devraient se retrouver plutôt à l'école. Mais il n'y a personne pour les encadrer, supporter leur scolarité, malgré aussi la déclaration du président qui dit qu'il y a gratuité à l'école, surtout au niveau de la base. Malgré cela, ils sont vraiment séparés aussi des milieux où se trouve l'école. Et aussi, nous pouvons souligner un autre point, il y a de ces enfants et aussi de ces femmes qui ont justement ces milieux miniers comme leur village. Ils sont nés et grandis là-bas, ils n'ont pas où aller, ils restent là, mais la situation de l'exploitation les entraîne pour qu'ils puissent subir toutes sortes là de violences. Ainsi, je peux m'arrêter ici. Il y a la situation vraiment qui reste à désirer de ce côté-là pour ces êtres-là dits vulnérables. C'est vraiment une situation très difficile. Et selon vous, quelles actions faut-il faire à plusieurs niveaux afin de véritablement mettre fin à cette situation? Merci. Pour les actions à entreprendre concernant les enfants, par exemple, on pouvait créer pour eux des écoles. Il y a des responsables qui pouvaient s'occuper d'eux pour les ramener au niveau des écoles, pour les amener dans des milieux éducatifs. Créer pour eux au moins des cadres, des milieux où ils peuvent être encadrés pour leur éducation, puisque sans éducation, on ne sait pas quel sera maintenant leur avenir. Et pour les femmes, on pouvait plutôt entreprendre au moins des plaidoyers d'une manière là multidimensionnelle et même aussi au niveau de plusieurs organismes qui peuvent s'occuper de la femme et leur créer par exemple des entreprises qui peuvent les aider à travailler et chercher comment vivre au lieu qu'elles se retrouvent
hein, sur des zones, dans des zones minières où elles subissent toutes sortes là de violations. Merci, ma sœur, pour partager tout ça. Et pourriez-vous nous dire encore un message de plaidoyer? Oui, à ce qui concerne les messages de plaidoyer, je pense que la descente sur terrain, hein, qui est effectuée par la commission, retrouve là, hein, les femmes dans des situations difficiles, d'où nous pouvons inviter, nous pouvons lancer vraiment un cri d'alarme pour que toutes les commissions justice et paix au niveau du pays et les dominicains au niveau même du monde, si tout le monde pouvait, hein, se rallier pour chercher comment on peut aider ces groupes-là vulnérables, soit les enfants ou les femmes, à se retrouver avec quelque chose qu'ils peuvent faire pour qui vont les aider au moins, qui peut les aider à sortir de cette situation-là médiocre. Sinon, si on n'éduque pas les enfants, si la femme n'est pas sauvée dans cette situation, alors que c'est la femme qui reste longtemps avec les enfants et celles-là aussi qui restent dans des zones minières, n'ont pas même aussi ce temps-là d'encadrer les enfants. Mais si on devrait leur créer, hein, des cadres où elles peuvent facilement, hein, se retrouver pour pouvoir encadrer les enfants, encadrer les foyers et pourquoi pas encadrer aussi leurs maris et encadrer toute la société environnante. Moi, je pense que si les plaidoyers allaient dans ce sens-là, hein, au niveau de toutes les commissions qui s'en occupent ou bien les organisations qui s'en occupent, on peut arriver un jour quand même à sauver la situation. Merci beaucoup pour tout ça. Et Monsieur Innocent, voulez-vous adresser encore aux participants avec un message? Merci beaucoup pour la parole. Je pense que en 2018, si je me rappelle bien, la RDC a passé une année paisible avec les élections. C'était grâce à la prière de la famille dominicaine du monde entier. Et nous espérons que cet appui-là puisse se faire, puisque que ce soit par la prière, que ce soit par des plaidoyers au niveau international, pour faire en sorte que le gouvernement congolais arrive à faire respecter les dispositions, les textes de loi, mais aussi se conformer aux principes directeurs de l'ONU à travers l'application de toutes les dispositions liées aux lois. Mais également, spécifiquement, dire qu'aujourd'hui, la famille dominicaine est en train de faire quelque chose dans ce sens, mais c'est question que les frères et sœurs qui sont au monde entier puissent accompagner les Dominicains de la RDC dans ces lourdes responsabilités pour arriver justement à cadrer ces enfants et ces femmes qui souffrent, qui sont d'ailleurs victimes de ces abus, pour qu'un jour qu'ils aient l'espoir de la vie. Parce que là, ça fait aussi partie de l'apostolat de dominicain. Je pense que nous demanderons que le comité qui est auprès de l'ONU puisse beaucoup plus accélérer en termes de plaidoyer, comme ça s'est toujours passé, pour que la situation essaie quand même de s'améliorer au niveau du pays. Merci. Merci à vous. Et enfin, frère Augustin, quel est votre message de fin aux participants? Le message de fin, c'est que c'est au niveau des plaidoyers. Les plaidoyers, il doit être fait par cette délégation à Genève des Dominicains pour essayer d'aider les autorités à pouvoir réellement prendre la charge qui leur incombe quant à la scolarité des enfants, un bon traitement des fonctionnaires, cesser avec la duplicité, puisqu'ils jouent eux-mêmes les mauvais jeux dans les conflits qui sont en train de se multiplier au Congo. Au même moment, ce plaidoyer doit être fait. Nous sommes là pour dire la vérité, veritas, que ces plaidoyers soient faits aussi auprès de l'ONU. L'ONU
ne joue pas bien son jeu là où il se trouve à chaque fois qu'il doit intervenir pour une situation quelconque de conflit pour amener la paix. Elle fait le plus souvent les doubles jeux, les jeux des intérêts dont elle veut profiter, mais aussi une duplicité en trompant la population là où elle est. Pourtant, elle ne travaille pas en faveur de cette population. Il faut que la délégation fasse ces doubles plaidoyers au niveau des autorités, que des choses soient faites, et qu'au niveau de l'ONU, que le travail soit fait aussi en toute justice pour promouvoir la paix dans les milieux où il se retrouve. Voilà en gros ce que je peux dire. Bon, merci. Merci beaucoup et encore merci aux intervenantes et à vous les participants qui êtes en ligne avec nous. Et vous pourrez évidemment continuer à taper vos questions sur la boîte de discussion. Et nous vous remercions aussi pour tous les commentaires qui sont là partagés. Et maintenant, frère Agnedi avait aussi un message pour nous. Mais j'avais dit le frère Nital Alimasi qu'il a quelques mots à ajouter avant la question. Le micro. Merci beaucoup, Père Agnedi. Bon, voilà, pour tout le monde, je suis Nital Alimasi, je suis un consultant en développement international basé ici à Washington. Bon, je vais essayer très rapidement de vous donner quelques faits que j'ai pu récolter pendant une mission d'études justement en République démocratique du Congo. Je vais me limiter sur la partie des discussions de groupes, focus group comme on dit, que j'ai eu avec les mamans, les jeunes, dans les milieux tout simplement miniers. Je ne vais pas faire parler des autres secteurs. Ce que je remarque, ou j'ai remarqué et entendu, c'est pratiquement la situation qui est provoquée par les sociétés minières. Je prendrai ici un exemple, Rwashi Mining, dans la banlieue de Lubumbashi, par exemple. Toute la rivière Rwashi, si vous passez par là, est jaune, pratiquement jaune. Les champs qui entourent cette rivière en fait, les légumes sont jaunes. Et tout cela, c'est à cause de la pollution et qui vient de ce que je pourrais appeler les produits qui sont utilisés par les compagnies minières, mais aussi la poussière qui vient des choses, des bombardements, enfin, comment est-ce que je peux appeler ça? Ils utilisent de la dynamite pour, en fait, faire l'exploitation des mines. Et tout ça, les gens, soit consomment à partir de l'eau ou même des légumes qui sont en train d'utiliser. D'où des maladies que les gens ne savent plus comment endiguer, ne savent même pas de quel genre de maladies qu'ils ont contracté. En parlant avec les femmes, il y a eu même une situation où lorsqu'ils avaient utilisé la dynamite pour en fait faire sur une colline, il y a une pierre qui avait pratiquement traversé le toit d'une maison et s'était engagée dans la poitrine d'un des enfants dans la maison. Merci. Alors, on a beaucoup de questions des participants. La première, c'est pour M. Innocent. Et quel est l'organe qui assure la surveillance des droits des enfants au Congo et pourquoi les droits des enfants ne sont pas respectés? À qui incombe la responsabilité? Merci pour la question. Moi, je
pense que s'il faut parler de l'organe qui... il y a le ministère des Genres, Famille et Enfants, au niveau national, même au niveau provincial. Il y a également la division de Genres, Famille et Enfants. Donc, ce sont ces organes étatiques qui devraient justement veiller à ce que la femme soit protégée. Mais à plus de ça, il y a également dans le secteur minier, il y a SAIMAP qui devrait justement veiller à appliquer ou à contrôler tout ce qui se passe au niveau de sites miniers, mais également la division des mines. Je crois qu'on a assez de services étatiques qui devraient justement faire appliquer cette disposition, mais malheureusement, comme on a toujours dit ici, que l'autorité de l'État n'est pas encore éclatée partout. C'est ça la difficulté. On laisse faire et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme l'a souligné l'autre intervenant, que la question de la justice aussi semble un peu compliquée, puisque quand nous sommes rentrés de Faradje, puisque c'est là où nous avons documenté le cas d'un enfant qui a été fouetté à mort, nous sommes allés saisir les procureurs pour dire voilà les cas que nous avons documentés sur le terrain, mais il se pose maintenant le problème, comment le cas sera suivi, et jusque-là, je pense que la question est restée silencieuse jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas justement à avoir gain de cause par rapport à cette situation. Merci. Et la question suivante, c'est pour frère Augustin. Pensez-vous qu'il faille que les Dominicains puissent collaborer directement avec les acteurs locaux pour contribuer à répondre au paradoxe de l'abondance des ressources minières face à la pauvreté criante de la population et comment le faire? Oui, je pense que c'est important, hein? C'est important puisque le dialogue a toujours son sens. Au lieu de la force, le dialogue, c'est la clé qui peut déverrouiller beaucoup de choses. Donc, on devrait la collaboration avec les structures locales, mais savoir bien cibler les structures en question. Par exemple, on ne saurait pas, je pense qu'on ne saurait pas directement dialoguer avec les groupes rebelles, s'il y en a dans certaines zones. Pour cette question, au lieu de dialoguer avec les groupes rebelles, moi, l'autorité revient à l'État et continuer la collaboration avec l'État, puisque l'État a le droit d'anéantir ces groupes rebelles, étant donné que c'est l'État qui joue aussi les doubles jeux. L'État arrive à un moment donné à alimenter ces groupes rebelles pour que les choses n'évoluent pas dans le bon sens. Je pense que les dialogues, la collaboration devrait être faite, mais il faut savoir à quel niveau et avec qui, et quelles sont des personnes indiquées qu'il faut vraiment toucher. Merci beaucoup. Et la question suivante, c'est pour la sœur Noël. Et comment les Dominicains regardent-ils la triple violence physique, morale, dignité subie par la femme dans ces domaines? Quelles solutions concrètes ont déjà commencé à être prises localement pour que l'avenir soit différent? La sœur, le micro. Ma sœur, les micros, merci. Ok, les actions concrètes déjà menées par les Dominicains ont fait, il y a par exemple les groupes de PEDIC. Pour le PEDIC, ils font souvent des sensibilisations. On fait l'encadrement même des femmes. Il y a des formations initiées parfois pour pouvoir... OK. On a un petit problème avec la connexion de la sœur. Et maintenant, on va poser la question. De l'encadrement qui est livré. Et même aussi au niveau, il y a plusieurs écoles qui sont patronnées par les Dominicains, Dominicaines.
on mène déjà beaucoup d'actions pour l'encadrement des enfants et même pour l'encadrement des femmes. On fait les terrains parfois même jusqu'à l'intérieur pour pouvoir sensibiliser les femmes, aussi les jeunes, ainsi de suite. Il y a déjà beaucoup d'actions qu'on mène dans ce sens-là. Merci beaucoup. Et la dernière question, c'est pour le frère Mike Depp. À la conférence pour la justice et paix dans la région des Grands Lacs en juillet 2015, une résolution de plaidoyer dans les instances internationales pour ces questions. Où en sommes-nous avec ces résolutions? En fait, après cette réunion, il n'y avait pas beaucoup de progrès au niveau local pour faire une consultation entre les différents pays. Mais pour chaque pays, on a fait pas mal de plaidoyers, surtout par rapport au Burundi, par rapport à RDC, pour affronter le problème de les causes principales des conflits qui se posent dans les pays. Donc, on a fait pas mal de réunions avec les différents pays, les missions permanentes à Genève pour aborder ces questions, ce que font les différents pays par rapport les gouvernements de Burundi, la RDC même. Plusieurs fois, on a fait beaucoup de choses. On a organisé plusieurs événements parallèles pour aborder ces questions aussi. Mais la chose la plus importante, c'est pour faire un lien entre les gens à niveau local et les missions à Genève. Donc, on est en train de renforcer ce lien, l'implication des gens sur le terrain pour apporter, pour amener à Genève les gens sur le terrain pour faire le plaidoyer eux-mêmes. Donc, par exemple, notre frère laïc dominicain Thierry est venu à Genève l'an dernier et avec lui, on a bien rencontré plusieurs missions permanentes pour parler de la situation. Et c'est quelque chose. En plus de ça, en fait, on est en pleine... on travaille tout le temps pour organiser des choses en coalition avec plusieurs autres ONG en même temps. Avec eux, on organise beaucoup d'autres activités pour faire le plaidoyer à ce niveau. Merci beaucoup, Mike. Et merci à tous. Et avant de terminer, je voudrais vous signaler que dans notre site Internet, il y a une page pour les donations afin de soutenir nos actions, telles que la formation et les plaidoyers pour nos partenaires dans la RDC. Donc, merci d'inviter vos amis qui ont un peu de moyens à partager un peu de leurs ressources financières. Et ça passera par PayPal. Et merci beaucoup d'avance par la générosité. En dernier lieu, j'aimerais remercier tout le monde qui a participé aux différents épisodes de nos conversations de fin d'année. Merci à tous les intervenants et à tous les participants venant de partout. Et encore un grand merci au frère Mike qui nous quittera bientôt. Et merci pour les grands témoignages pendant ces années. Et nous souhaitons beaucoup de succès au frère Agnedi Okure. Et bienvenue. Enfin, au nom de toute l'équipe des Dominicains pour la justice et la paix, nous vous souhaitons une bonne fin de l'année 2020 et surtout une bonne année 2021, pleine de bonheur et de bénédictions et surtout de bonne santé. Au revoir et à très bientôt.
Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Benedicere, predicare.